m'appelle Léon Leclerc, je suis BDiste, scénariste en bande dessinée et animateur en bande dessinée. C'est de manière sporadique. La première fois que ça m'a vraiment appris, ça a toujours été un souhait. Puis la première fois que ça m'a vraiment appris, c'est quand j'avais plus de job, j'avais plus rien. Et puis, j'ai commencé à monter un projet de bande dessinée un peu fantastique qui s'appelle Les Éthers Unis. Et là, je me dessinais carrément en Europe. Et entre-temps, j'ai un ami qui, lui, a parti sa firme en graphisme. Il est venu me chercher en disant « Léon, tu vas pouvoir connaître des imprimeurs, on va pouvoir avoir des budgets, etc., etc., etc. Et tu vas pouvoir partir ta propre maison de bande dessinée. » Puis ça, c'est quelque chose qui m'intéressait. Autant ça m'intéresse en faire, autant ça m'intéresse être mon propre boss. Donc ça, je dis OK, j'embarque. Puis entre-temps, ben, ce que j'ai appris, c'est que tu ne peux pas courir 2 lièvres à la fois, puis ça demande tellement d'énergie monter une entreprise que la bande dessinée a pris le bord. C'est toujours quelque chose qui est en latence. Actuellement, je gagne ma vie principalement avec du graphisme, donc autant du design d'identité d'un côté. C'est-à-dire ça permet de déterminer l'image de l'entreprise et puis le discours de l'entreprise, puis toute sa personnalité. Et puis, évidemment, jusqu'à l'infographie. Et évidemment, le design web. Là, on travaille beaucoup à développer des sites web. Et puis, d'analyser avant, c'est quoi le besoin du client. C'est-tu juste un site vitrine ou ça peut aller jusqu'à un système de gestion complexe avec du B2B avec les clients. Actuellement, c'est là-dedans que je travaille et c'est là-dedans que je gagne ma vie. Bien, j'ai commencé par tomber là-dedans petit, hein, comme Obélix en Potion magique. Et puis, tout le reste est venu enrichir cette démarche-là. C'est sûr qu'à 8 ans, ma mère m'a appris à dessiner. Donc, ça, c'est une première affaire. Ensuite, j'ai commencé à copier des bandes dessinées, chez Le Talon, Bugs Bunny. Moi, je tripe sur Bugs Bunny aussi, là. Et je voyais comment il assemblait les pages, la composition. Tu sais, au début, quand tu es kid, tu fais juste des cases d'un côté de l'autre. Après ça, avec l'illustration, j'étais en dessin publicitaire, entre autres, au Studio Salette. J'ai appris à faire des compositions beaucoup plus poussées. Dans le fond, c'est comment faire de la narration avec un seul dessin, une seule illustration. Et j'ai découvert que Will Eisner, lui, avait développé une technique là-dessus, que j'ai découvert sur le tard. C'est un grand maître aux États-Unis, puis c'est un des maîtres mondiaux, on pourrait dire en termes de narration par l'image. Puis à partir de là, ça a simplement évolué. Et je suis revenu un petit peu plus calme et tranquille, parce qu'à un moment donné, j'ai essayé beaucoup de techniques, le collage, toutes sortes d'affaires. Et puis, je suis revenu vraiment à la base. Puis maintenant, j'ai une technique d'illustration qui est très rapide. Et d'ancrage très rapide, ça permet de garder le côté, spontané du croquis. C'est ce que je préfère le plus dans le dessin, c'est le croquis. Puis je trouve que quand on vient finir un dessin, on vient le lécher, on vient enlever un petit peu de verve, on vient d'enlever comme du guts dans le dessin. Il y a comme moins de viande, là. Donc, puis de revenir avec le trait plus brut, plus garoché, il y a une énergie, puis surtout dans les scènes d'action, que tu fais des affaires pas mal plus fous, là. Ça fait moins tranquille, en même temps, ça va avec ma personnalité, mon côté Bugs Bunny. OK, le début de tout ça, c'est une histoire qui s'appelait Le CRIS, qui était le Centre de réinsertion des inaptes sociaux et scolaires. Et puis, j'ai une première BD, et puis je crois qu'elle est dans le numéro 3 ici. Et c'est un petit bonhomme qui se retrouve à finalement être comme pris par des extraterrestres, parce que les extraterrestres veulent dominer la planète. Fait ce qu'ils font, c'est qu'ils commencent par voir comment on peut contrôler les enfants pour pouvoir contrôler l'humanité. Entre-temps, comme ça l'a tombé avec les surprises comics, quand Mathieu est revenu dans le décor, là, maintenant, dans celle-là, je suis scénariste et Mathieu est l'illustrateur. Et à partir de là, on a repris l'histoire, sauf qu'on l'a repris en mode Bugs Bunny, en termes d'action, parce que maintenant, la bande dessinée, on veut qu'elle soit lue sur tablette, téléphone et puis ordinateur. Et puis, ce que j'ai découvert aussi avec le monde du manga, c'est la rapidité de la lecture, puis de rester en noir et blanc. En noir et blanc, autant le texte que le dessin, c'est le même niveau de lisibilité. Alors que la couleur peut distraire l'œil, puis il y a un conflit entre le dessin et le texte dans ce temps-là. Donc, c'est par là qu'on s'en va. Et puis ça, c'est un souhait. Là, c'est différent parce qu'on a un truc qui marche, puis avec Mathieu, ça va bien. Mais ça passe en deuxième, ma famille en premier. Ce qui a aidé beaucoup pour ça, c'est le verglas.
Quand il y a eu le verglas, ça a l'air de rien, mais ici, on a été quoi, 10-15 jours à peu près à rien, là. Là, je me suis rendu compte que, ouais, on va d'abord s'assurer que notre famille fonctionne. Ensuite, c'est beau, mais là, il faut manger après ça. On avait de la bouffe pour un mois, tout le kit, on s'était arrangé avec une gang. Après ça, c'est si ça ne revenait pas ici, moi, j'étais prêt à partir n'importe où sur la planète. À recommencer ma vie à zéro pour que ma famille puisse vivre. Ça a été toute une leçon. Une grande leçon. Et c'est pour ça que non, je ne vais jamais sacrifier ma famille pour ça. Jamais. En même temps, on commence à faire des bidous tranquillement avec ça. Là, je vois qu'il y a un marché. Je suis comme, ouh! Là, où ce que, bon, sacrifice, c'est l'organisation. Faire une bande dessinée, c'est une chose. Ça demande du temps, oui. Ensuite, c'est toute l'organisation pour promouvoir le travail. Ça, c'est beaucoup de temps. Mais en même temps, ça tombe bien dans mon métier. Je fais déjà ça avec mes clients. Là, maintenant, c'est de le faire pour moi. Pas toujours facile. On est souvent notre premier mauvais client. Parce que je n'investis pas assez de temps là-dedans, mais en même temps, c'est ça là. Je vois, contrairement à une certaine époque, parce que c'était très difficile à cause de la distribution, etc. Maintenant, avec le web, c'est fou ce qu'on peut faire, comment on peut être autonome. La notion de sacrifice est beaucoup moins grande. Et en plus, le plaisir que je retire de ça. Dans mon cas, j'ai un côté complètement fou. Imagine un environnement à la Star Wars, mais traité à la Bugs Bunny. Tu sais, écoute, ça rebondit. Je peux me permettre cette folie-là dans ce monde-là. Puis, ça me coûte moins cher de pelule. Astérix. Uderzo, c'est un scénariste qui est hallucinant. Puis, c'est vraiment la bande dessinée, là, la première qui est venue me chercher, c'est Astérix chez les Bretons. Ça a été la première. Des gens qui me marquent, il y en a une actuellement, c'est le maire de Léry, Walter Lethem. Bon, il y a beaucoup, tu sais, c'est comme dans n'importe quoi, il y en a qui l'aiment, il y en a qui l'aiment pas. C'est la stature de cet homme-là, qui est parti d'une famille très pauvre et qui n'a pas eu une jeunesse nécessairement facile. Et aujourd'hui, c'est rendu un homme qui est à la tête d'une très grande entreprise, qui génère un gros chiffre d'affaires, qui exporte partout. Et c'est la drive que cet homme-là a. C'est inspirant. C'est pas juste une question d'argent, c'est une question de dire, il y a quelque chose, OK, go, on le fait, bang, c'est fait. C'est pas compliqué, là. C'est pas de tataouinage. C'est très inspirant, des gens comme ça. Dernièrement, c'est que je découvre un paquet de films indonésiens, chinois. Sur YouTube, il y en a un paquet qui sont gratuits. Et je tombe sur des fois des petites perles. Des fois, c'est des films tellement, à la limite, nono, là. Mais ils sont tellement nono que ça en est brillant. Mon côté un peu film niaiseux, mais pas La cloche et l'idiot, ça c'est épais, mais vraiment tellement niaiseux que tu dis « wow ». Ça me fait vraiment rigoler, puis je trouve que ça rejoint mon côté des fois un peu niaiseux marron, là, qui dérange ma femme évidemment, mais bon, moi ça m'allume. Regarde, c'est pas compliqué, c'est en 1995 quand on a fait le salon de la bande dessinée, ça c'est avec la bibliothèque de Valleyfield, c'est Manon Allen qui, à l'époque, était bibliothécaire. Et on avait vraiment monté tout un événement. C'était au chalet du Parc Sauvé, c'est quand même assez gros. Dans les allées, dans les couloirs, pour faire le tour pour arriver en plein centre, il y avait les différentes étapes de la bande dessinée. Et puis, on avait quelqu'un qui donnait des cours de BD là-bas. Il y avait tous les travaux des enfants. Et ensuite, quand les gens rentraient, on montrait les différentes applications possibles de la bande dessinée. On montrait les publicités, toutes sortes de choses. Parce qu'on ne sait pas souvent, mais la bande dessinée, c'est le langage de base que je veux dire dans notre monde visuel d'aujourd'hui. Que ce soit de la télé, que ce soit du cinéma, que ce soit des publicités. La bande dessinée, c'est comme une espèce d'alphabet informel qui, avec ses techniques basées sur l'évolution du message dans le temps. L'évolution du message dans le temps, la pub, c'est comme ça. C'est tout le métier des communications. Donc, la bande dessinée, écoute ça trouve un paquet de métiers. Même chose pour, il y a combien de gens j'ai connus dans les jeunes qui ont participé au concours, justement, à Valleyfield, qui aujourd'hui sont dans le domaine du 3D et des jeux vidéo. C'est énorme, là. Donc, pour venir à ton affaire, c'est ça. Donc, entre 1995, il y a eu le salon. Là, j'ai été approché. Bon, on a rencontré les gens du cégep, on s'est parlé un peu, ils m'ont approché, etc. Et là, on a parti le club de bande dessinée là-bas pour justement justifier le futur concours. Donc, quand on avait une dizaine de participants au cégep,
Puis après ça, c'est là que le concours de bande dessinée est parti, qui est encore là d'ailleurs. Puis avec une fin de semaine, on pourrait dire de séminaire intensif, qui dure, on appelle le 48 heures BD. C'est là qu'il y a un genre de formation. C'est pas une formation théorique. C'est une formation pour toi, t'es qui et comment tu peux véhiculer tes histoires. On cherche la différence que la personne a. Parce que sinon, n'importe qui peut suivre des cours théoriques, c'est facile. Tu te vois n'importe où, puis c'est cling, clang, bidding, badang, boum. Bon. Puis là, ça dure une fin de semaine, fait ce qu'on fait, on dit, toi, t'es qui, tu veux faire quoi? Puis il y en a beaucoup, surtout les filles, avec le manga. Le manga. Quand ils sortent, puis les filles, il y en a beaucoup qui reviennent l'année d'après, ils font plus de manga. Ils ont découvert qui elles étaient, puis elles vont utiliser ce qu'ils aimaient dans le manga. Mais c'est d'avoir leur évolution personnelle à travers ça. C'est ça, le 48 heures BD. C'est comment toi, tu utilises la bande dessinée pour ta propre évolution. Et là, à un moment donné, ça crée ton style, puis c'est là que tu peux aller chercher ton public. La base, c'est d'abord te connaître, puis avoir beaucoup de plaisir dans ce que tu fais. En passant, même les Français qui sont venus ici, qu'on a croisés, on avait été engagés par... il y a eu quelque chose qui se passe à Montréal ces temps-ci où on développe des idées pour Montréal. Et puis, on était au SAT, sur Saint-Laurent. Et ils ont fait venir des BDistes de Montréal, de la région, pour justement dessiner ce que les gens pensaient. Et puis, écoute, je dessinais garoché, brouillon, je faisais sur des feuilles de papier. Puis, comme qu'on sait à la fin, je prenais le ciseau, puis envoyais, on colle à du scotch tape. C'était assez garoché, merci. Alors que les Européens qui étaient là, les gars de Lyon, écoute, des gars incroyables, eux autres, ils avaient tendance à... un coup qu'ils avaient leur idée, là, ils recommençaient, ils peaufinaient. Tu regardais leur dessin, c'était comme « Aïe, aïe, moment, je fais pic-pic à côté. » Puis, il aurait pu être très suffisant, ce qu'on s'attend souvent des Français, puis pas en tout. Ils regardaient, eux, ce qui nous enviait, c'était justement cette liberté qu'on se donnait de se garrocher comme des zouaves. Puis, ça donne ce que ça donne, puis on tourne les coins, on regarde, ça marche, bingo. Ça, eux autres, cette liberté-là de se garrocher comme des codingues sans chercher à faire quelque chose d'un minimum parfait, ils n'ont pas ça. Ils nous envient ça un peu. C'était le fun de voir la dynamique entre les deux groupes aussi. Puis à un moment donné, c'est quoi la consigne? On fait à peu près ça, puis OK, bang, on y va. Alors qu'eux, c'est, on ne sait pas trop où on s'en va. Puis quand ils définissaient, là, écoute, devenait pointilleux. Tu regardes, donc on parle français, mais on pense pas pareil partout. Puis c'est enrichissant. Puis c'était le fun de voir qu'on était là, tout le monde, pour s'enrichir ensemble. Et puis il n'y avait pas de critique. On cherchait même à comprendre les techniques des autres. Ça, c'était drôle. Il y a des histoires qui vont demander un canevas beaucoup plus serré. Donc, un scénario mieux monté et tout ça. Et puis, la plupart, avec l'expérience que j'ai maintenant, je valorise l'approche intuitive. C'est une idée, garoche. Puis après ça, structure-la. Parce que quand tu structures en partant dès le départ beaucoup trop, ça va donner une BD très formelle. Puis tu vois, les gens, ils voient, tu vas voir les gens qui lisent un truc qui a été comme... Même le lecteur est comme coincé là-dedans. Alors que quand tu te garoches, parce que tu viens, entre guillemets, corriger, bien, au moins, tu as gardé une espèce de rythme et puis d'élan naturel. Et puis, les gens embarquent là-dedans. C'est plus mon approche. Puis, dans le fond, le grand problème que j'ai, c'est pas de commencer une bande dessinée. Le problème que j'ai, c'est de choisir, à travers tout ce que j'ai comme idée, laquelle j'ai choisi pour commencer une bande dessinée. Parce que dès que je vois un truc, un peu comme un humoriste, il voit un truc, il pense à un gag. Moi, je vois un truc, je pense à une BD. Puis j'ai la difficulté à faire des gags ou des strips. C'est une excellente, en termes de technique, c'est excellent de passer par là, c'est incontournable. Sauf que moi, j'aime raconter des histoires. Ma parenté vient du bas du fleuve, les hivers sont longs là-bas. Hein? Fait que c'est pas vrai que tu racontes une affaire sur une bine. T'as tout l'hiver passé. Fait que ton histoire de pêche, là, elle va être longue. Puis le poisson, il risque de pas être pareil au début et à la fin, tu sais. C'est un peu l'idée. Donc, j'aime les histoires à grand déploiement. Je fais un truc qui est un univers en soi. Et puis, après ça, je vais rentrer un sujet d'intérêt social ou de notre civilisation.
C'est un peu, bon, justement, Calvin, c'est justement exactement ça. C'est ce que je trouve, moi, depuis quelques années, il y a un côté conformiste et très conservateur qu'on voit en Amérique, c'est incroyable. On le voit aussi au Québec. C'est un côté un peu peureux. On veut que tout soit conforme. En passant, je suis conseiller municipal, fait de la conformité, j'en entends jusque-là, puis j'en ai jusque-là. C'est tellement conforme que c'est cave. J'ai vu des affaires ne pas se faire parce que c'était conforme. C'est parce que, regarde, non, regarde, on va faire ça. Puis, quand tu parles aux citoyens, c'est incroyable comment il y a de l'intelligence. Et là, tu avec la conformité, on devient tous des imbéciles, d'un bout à l'autre. C'est fascinant. Ce que j'aime avec Calvin, c'est un petit garçon un peu turbulent, un peu pas mal, beaucoup passionnément. Et puis, bref, le bordel. Et c'est... donc, quelque part, il dérange. Puis à partir de là, il va passer dans un genre de blender pour qu'il soit conforme. Et à travers ce blender-là, c'est là que je fais intervenir des extraterrestres qui veulent utiliser notre souci de conformité pour nous contrôler. Parce que dans le cas de Calvin, ce qui se passe, c'est que les extraterrestres, ils se rendent compte que les robots coûtent trop cher à fabriquer parce que les syndicats sont sur la planète, veulent augmenter les salaires. Puis les matières premières sont un petit peu plus difficiles à trouver. Fait, finalement, les coûts, là, tu recouches juste là, ça coûte cher, ça coûte cher, ça coûte cher. Puis là-bas, ils n'ont pas encore de Chine comme nous autres, mais même la Chine, ça commence à coûter cher. Alors que les humains sont prêts à être des robots gratis. Wow! La preuve, tu regardes dans l'histoire des esclaves, il y en a eu à pelleter. Fait, ils veulent ramener l'esclavage sur la Terre. Puis pour ça, ils vont utiliser la conformité. Parce que c'est sécurisant, la conformité. On aime la sécurité. Qu'on aime la sécurité. Fait que Calvin va faire tout éclater ça. Puis ça va se faire même malgré lui. Il va devenir un héros malgré lui. C'est ce qui est encore plus drôle. Parce que des fois, dans la vie, on n'ose pas assumer qui on est. On reste dans notre coin. On va-tu déranger? Hein? Puis au Québec, on a été souvent élevé comme ça. Bien là, chut, tu déranges. Bien, c'est ça. À un moment donné, c'est oui, dans la vie, il faut déranger. Puis d'abord, la première personne à bousculer dans la vie, c'est soi-même. Puis parce que bousculer les autres, ça donne absolument rien. Si toi, tu n'es pas d'abord fier et courageux, ça donne rien. Puis en passant, c'est quelque chose, je dirais, qui est même à la limite, tout à l'honneur de la culture québécoise, canadienne-française, canadienne, puis depuis Nouvelle-France, ce côté-là où on garde une petite gêne. C'est des fois, quand on ne connaît pas quelque chose, contrairement aux Français qui, avec la République, sont toujours en mode confrontation, c'est culturel chez eux, puis c'est correct. Si je prends l'exemple de « Je suis Charlie », bon, des fois, ils font des blagues scatologiques, des choses comme ça. Il y en a qui sont très bonnes, il y en a d'autres, c'est bon, correct. Je veux dire, tu peux pas tout le temps faire ton home run au baseball, c'est pas toujours. Mais quand je regarde ça, il y a des fois où tu te dis, est-ce que tu connais l'autre? Tu sais, avant de juger puis de taper sa gueule de quelqu'un, arrange-toi pour le connaître avant. Bon, c'est sûr que s'il arrive avec une nage, il veut te fendre en deux ou avec une mitraillette, tu n'as pas le temps de poser de questions. Sors le bazooka, tire. C'est une question de survie, là, rendu là. Mais pour le reste, la plupart du temps, les gens ont de l'allure. Peu importe la culture, la religion, en tout cas, peu importe dans quel environnement qu'ils sont ou d'où ils proviennent, les gens sont généralement parlants, pour la grande majorité. Bon, évidemment, c'est pas eux qui font le trouble, donc c'est pas eux autres qu'on voit à la télévision ou qu'on entend parler aux nouvelles. Et puis, c'est d'abord de connaître l'autre. C'est un peu pour ça que je crée un univers, dans le cas de The Kelvin ou de beaucoup d'autres choses. C'est qu'en créant un univers, c'est que j'enlève l'aspect que je peux mettre en place de juger l'autre. J'aime mieux rire de nos travers. Moi, je sais que je ne suis pas toujours courageux. Je suis toujours courageux. Non, des fois, je vais dire, qu'est-ce qui se passe? Au palais, je vas-tu là? Donc, c'est comme ça que je vois ça. Fait, comme j'ai connu des musulmans, écoute, il n'y en a pas de la bière, là. Il y a du monde correct là-dedans, mais ils ne passent pas à la TV. Puis, comment tu penses? T'es qui? Comment tu fonctionnes? En même temps, c'est un peu mon métier de designer d'identité quand je rencontre des gens. C'est d'abord de connaître leur entreprise, puis c'est qui les patrons derrière ça, c'est qui l'âme de l'entreprise, qui sont des gens qui sont derrière toujours ça. Fait que je fais exactement la même chose. Puis c'est ce que j'aime d'en créer un univers, ça enlève toute la signification qui pourrait avoir une portée trop directe sur des gens qui pourraient le prendre personnellement.
sais, le phénomène derrière Je suis Charlie, si on prend au hasard un maire qu'on peut appeler Lola Tremblay, exemple, qui est un homme intelligent, là, parce que sa ville, il a fait bouger, il entretient bien tout ça. En jouant du populisme comme il fait, c'est exactement le même genre d'individus dans un contexte plus radical qui font des fatwas et des conneries contre Je suis Charlie. Penses-tu que lui, quand il veut faire cette prière, le crucifix, toute la patente, penses-tu que cet homme-là, qui est intelligent malgré tout, là, quelque part, il est très intolérant, là. Il y a des choses qu'il refuse, cet homme-là. Et puis, même dans le mot de tolérance, il y a un danger. Tu tolères, mais jusqu'où? Après ça, c'est quoi? Tu prends le gun, tu tires? C'est quoi la tolérance? Il y a un côté ridicule à ça. Fait qu'on n'est pas à l'abri de ça ici. Et des gens qui sont bouchés ici, puis souvent, quand tu es bouché, c'est parce que tu as peur de quelque chose, là. Mais quand tu es bouché, puis tu as peur, qu'est-ce qui arrive? C'est là que quelqu'un devient dangereux. Quelqu'un qui a confiance en soi, qui est heureux, il n'est pas dangereux. Mais quand quelqu'un, à un moment donné, se ferme, là, puis n'écoute plus, puis on le voit là, avec certains, les islamistes radicaux, quand tu les vois, là, même l'autre qui était au Collège Maisonneuve, tu l'écoutes, là, puis il n'y a aucune écoute semblant. Il parle, puis « je vais vous poursuivre en cours, Mais c'est quoi la différence entre lui et Lola Tremblay? Quelque part, c'est deux qui n'écoutent pas qui ont raison, puis qui vont gagner. Wow! Ouh! Ça, c'est dangereux. On est chanceux ici parce qu'on a une société qui a un côté smooth puis mollo, puis on se donne du lousse. En québécois, on dit qu'on est mou, mais on se donne du lousse. On était assez intelligents pour se créer, se donner un jeu pour jouer là-dedans, là, avec les... Puis quitte à plus jamais avoir quelqu'un, tu sais, à la limite, c'est ça. Mais au moins, ce que ça évite, c'est qu'on se tape dessus puis qu'on se tire dessus, comme dans d'autres pays. Fait, on a culturellement cet avantage-là, qui est un des avantages parce que des fois, à un moment donné, ça règle le problème. Trouve une solution. Bon, on ne peut pas tout avoir, là. Fait, derrière le « Je suis Charlie », c'est le côté peureux, conservateur, dans le sens négatif du terme, puis intolérant. Puis ça, on l'a tout un petit peu en dedans de nous, là. C'est juste de faire attention. La beauté du kayak, c'est... tu sais, il y en a qui vont en Inde faire toutes sortes de trucs. Il y en a qui vont faire des fins de semaine de wow, des choses comme ça. Quand tu es sur un kayak, tu es sur l'eau, tout de suite, là, juste le flottement de l'eau, à un moment donné, tu décolles complètement. Il n'y a plus de réflexion, il n'y a plus de problème, il n'y a plus rien à part le fait d'être là, sur l'eau. Et puis, une fois, moi, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai vu un doré sauter à peu près, une centaine de pieds en avant de moi. Tu sais, avec l'éclat de l'eau, ça faisait des reflets argentés. C'est tellement beau quand on se promène en kayak. Il y a juste le fait d'être en vie, d'être présent, puis d'apprécier la vie. C'est tellement beau que quand on revient dans notre vie de tous les jours, on se dit « Veux-tu bien me dire pourquoi je m'énerve comme ça? » J'invite tout le monde à découvrir une passion comme ça, qui leur permet de décrocher puis de redécouvrir de la sérénité. Bien, c'est pas compétitif, il n'y a pas une industrie. Donc, en partant, ça ne peut pas être compétitif. Tu es compétitif dans quelque chose qui existe. La Ligue nationale de hockey, c'est compétitif parce qu'elle existe et qu'il y a des équipes. Puis là, bien, à partir des tout-petits, il y a toute une structure. Dans le baseball, dans le sport, on le voit. Il y a une structure, donc il y a la place de la compétition. Parce qu'à travers la compétition, bien, tu cherches à t'améliorer parce que tu veux gagner. C'est pas compliqué, mais... Puis à un moment donné, c'est que tu vois tes adversaires. C'est pas des ennemis, l'équipe adverse, c'est des adversaires. S'ils n'étaient pas là, tu t'améliorerais pas. Tu serais là, tu ferais quoi? Tu joues avec un mur, il y a des limites à un moment donné à t'améliorer. En bande dessinée, on n'a pas ça. Donc, les gens peuvent se rencontrer dans des colloques où il y en a qui vont avoir un genre de club. Ils sont comme 5-6. Justement, Viviane fait partie d'un groupe comme ça. Ils font comme les tournées du Salon au Québec. Ils ont décidé de faire ça cette année. Bon, ils sont 5-6, je ne me rappelle plus exactement le nombre précis. Autrement, c'est assez informel. Heureusement qu'il y a Paul, parce que Paul, qui a été chercher un public beaucoup plus large, c'est à peu près le même public Tremblay, l'écrivain. Ce genre de public-là. Puis c'est correct, cette année-là, bien, c'est une chance que ça met de l'eau au moulin, là. Puis ils peuvent commencer à pousser d'autres titres. Mais des fois, tu as des trucs très pointus. Fait, donc, c'est des gens beaucoup plus amoureux du graphisme. Et souvent, les graphistes aiment la bande dessinée. C'est souvent d'ailleurs des BDistes.
comme moi. Puis on devient graphiste pour gagner notre vie. Mais en même temps, est où la compétition? Il n'y a pas assez de structure, puis il n'y a pas assez notre industrie est quasi inexistante. Il ne peut pas avoir de compétition. Peut-être de l'envie parfois, tu dis « Ah, c'est plate. J'aurais aimé ça avoir le même succès que lui. » En même temps, je suis content, Simonac, il a du succès. Ouais, écoute, bravo, là, c'est comme go, parce que plus il va y avoir de succès locaux, bien, plus à un moment donné, on a une chance de construire quelque chose. Un peu comme à l'époque de la chanson, quand Chosebin, Leclerc, mon cousin éloigné, Félix Leclerc, quand il s'est ramassé en France, c'est tout lui, quelque part, qui a pu faire en sorte qu'on ait aujourd'hui une industrie de la chanson dans laquelle les auteurs, compositeurs, interprètes ont leur place au Québec. Pourquoi? Parce que ça a pris quelqu'un pour aller en France, faire dire qu'il est bon, qu'il revienne ici, on dit « Ah, il est peut-être bon, les Français ont dit qu'il était bon. » On ne se fait pas assez confiance comme peuple. Ça change chez les jeunes, par exemple. Je le vois. Tu sais, quelque part, on se toujours d'être numéro un. À une époque, c'était les États-Unis. Puis là, les gens, ils hésitent. « Ah, c'est-tu la Chine qui est hot? C'est-tu les États-Unis? Ah, ah. » On commence à avoir le choix. On peut commencer à dire « boubou » les Américains, parce qu'il y a les Chinois, mais... À l'époque, il y avait juste les Américains, tu ne disais pas « boubou », là. C'était « Ah, les États-Unis ». C'est un petit peu ça que je dénonce aussi. Que je montre au travers dans Kelvin. Ce côté-là, tu as toujours quelque chose de fort. Puis tu es prête à quasiment abandonner ta liberté d'individu pour suivre le troupeau parce que c'est par là que ça va. Donc, tu vas réussir. Tu vas être quelqu'un. Tu vas être numéro un. Numéro un de quoi? En tout cas.